Un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement un pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le nouveau podcast de véloclub.net, les commissaires de course. Une émission pour les amoureux du cyclisme que vous pouvez maintenant retrouver en ligne sur notre chaîne YouTube ou sur le forum du site Vélo Club. Moi, c'est Max, votre présentateur. Et pour évoquer l'actualité du cyclisme, aujourd'hui, sont réunis plusieurs intervenants. Alors, Cédric, alias JFK. Bonsoir, salut à tout le monde. Daniel, alias Nopik. Salut à tous. Charles, alias Charlix. Salut à tous. Et Benjamin, alias Akeyon. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, chers intervenants, nous allons revenir donc sur la grande course qui s'est déroulée ces derniers jours, le premier monument de l'année, Milan-San Remo. Alors, un petit rappel des résultats rapidement. Donc, le vainqueur, Vincenzo Nibali. Deuxième, Caleb Ewan. Troisième qui complète le podium, Arnaud Démare. Ensuite, on retrouve un habitué, Alexander Christophe. Jürgen Laurent Lantz, qui est aussi un habitué, peut-être un peu plus discret. Sixième, Peter Sagan. Septième, Michael Matthews. Huitième, Magnus Cort Nielsen. Neuvième, Sonny Colbrelli. Et dixième, Jasper Stuyven. Voilà. Bon, quand même du beau linge dans ce top 10. Voilà. Mais ma question, en fait, va tourner justement autour de la valeur de cette course. Est-ce que, d'une certaine façon, on pourrait dire de manière un peu provocatrice, qu'il s'agit d'une petite édition pour un grand vainqueur? Qu'est-ce que vous en pensez? Cédric, ça te dit de commencer? C'est une excellente question que tu poses. Un grand vainqueur, pour moi, c'est clair que oui. Nibali est vraiment un grand champion. Le seul coureur en activité à avoir réussi à gagner les 3 grands tours, plus 2 monuments désormais. C'est vraiment une victoire exceptionnelle. On parle souvent de Milan-San Remo comme étant la classique, le monument des sprinteurs. Et on voit qu'un coureur de grand tour arrive à s'imposer. C'est vraiment une performance qui est très, très belle. Il a réussi à sortir du peloton dans le Poggio. C'était très court. Son attaque était courte, mais finalement très intense. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. Est-ce que l'édition 2018 de Milan-San Remo était décevante, une petite cuvée? Je ne sais pas, mais je dirais que non. C'est une édition qui est tout à fait dans la lignée de ce qu'on trouvait ces dernières années, c'est-à-dire une longue attente de près de 300 km où nous, en tant que fans, on pourrait presque dormir devant la télé, et un final extrêmement tendu avec beaucoup de tensions, beaucoup d'événements qui se passent, la peur de voir des chutes dans le Poggio, de se demander mais qui est-ce qui va attaquer lors de cette dernière ascension? Est-ce que le peloton va pouvoir revenir sur les attaquants? Et finalement, je trouve que c'est une cuvée qui est tout à fait dans la lignée de ce qu'on a trouvé ces dernières années, c'est-à-dire assez classique, peut-être avec moins d'attaques que l'année passée, mais avec un vainqueur qui est vraiment très très beau aussi. Donc moi, j'ai vraiment apprécié cette édition qui est normale, je dirais, pour Milan-San Remo. Normal. Il y a eu quand même moins d'attaques que d'habitude. Bon, peut-être à cause du vent de face. On peut trouver pas mal de raisons. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, justement, Benjamin? Oui, alors pour ma part, tu parlais de grande course. Je crois que je vais dire plutôt une longue course. Une longue course, alors il y a une phrase qui dit plus c'est long, plus c'est bon. Mais je vais plutôt prendre la phrase qui dit c'est pas la taille qui compte, c'est selon comment on s'en sert. Parce que c'est vrai que ces dernières années, quand même, on voit beaucoup plus de choses sur des étapes courtes que des étapes longues. Alors, j'ai eu un débat sur cette course avec Julien Mansa sur Radio Vélo hier, qui disait Milan-San Remo, c'est de toute façon ce que c'est. C'est une longue attente, un long prologue, une longue préparation pour une explosion dans le Poggio. Et ça m'a peut-être fait mettre un peu d'eau dans mon vin parce que j'étais très critique sur cette course. Au-delà du vainqueur historique, hein. Pour moi, ça sauve quasiment la course parce que c'est quelque chose d'historique. On a vu Vincenzo Nibali qui gagne son deuxième monument après qu'il ait gagné les 3 grands tours. On peut même peut-être espérer le voir sur les Flandriennes, pas forcément pour gagner, mais quand on voit qu'il est allé sur les pavés. Par contre, je regrette la manie et quand je vois la Cipressa escamotée, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, j'en viens à regretter les mouvements de course qu'on pouvait attendre. Alors, c'est vrai que le Poggio, c'est souvent des attaques. On a même lu sur le forum
que Nibali avait attaqué avant sur le Poggio. Bon, ouais, ça se joue à 200 mètres à l'attaque. Il a attaqué un peu plus tôt que Voilà. les derniers attaquants des dernières années, on va dire, que Kwiatkowski ou Sagan notamment. Il a attaqué. Alors, sur certains sites, j'ai même lu 1 kilomètre plus tôt. Mais après, Mais il était aussi un peu à l'abri pendant au moins 100 mètres derrière le grand Neylands. mais après, il a bien joué. Hein. C'est pas Nibali le problème, mais Ah oui, tout à fait. j'ai du mal à accepter qu'un monument avec un grand M se résume à un prologue de 300 km, enfin de 190 km pour 7 km de course. Voilà. On a aussi dit que si la course avait été bien plus courte, par exemple 200 km, jamais Nibali, On est d'accord. on va dire sur le même type de finale, n'aurait réussi à ce qu'il a fait. Mais après, c'est pas sur la longueur de la course. Mon souci, c'est vraiment qu'il s'est rien passé, quoi. Même Nibali, il n'y a pas eu une grosse bagarre dans le Poggio. Il est parti avec, je sais pas bien le prononcer, Neylands, le champion lettonien. voilà. Mais hormis ça, il 1m89, n'y a même personne qui c'était a trop essayé de prendre sa roue. Moi, j'ai été déçu de cette course, hormis Nibali. Daniel, Moi, j'ai pas trouvé que c'était une petite édition. J'ai trouvé que c'était dans la lignée des années précédentes, finalement, où effectivement, c'est une longue attente qui se conclut par un espèce de feu d'artifice. Après, ce qui a rendu la course un petit peu décevante, c'est le manque d'un vrai tempo dans le Cipressa et même dans le Poggio. On avait l'impression que ça ne roulait pas à fond. Et c'est ce qui a un peu donné cette impression de course un peu bizarre, quoi, un peu. Le vent de face a été vraiment beaucoup invoqué comme excuse, en tout cas pour la Cipressa, pour expliquer l'attentisme des autres cadors de la course sur le Poggio, qui apparemment semblaient penser qu'ils allaient revoir Nibali avant la fin. C'est un peu ça aussi, tous les vrais favoris, puisque Nibali, par exemple nous-mêmes, on ne l'avait même pas cité parmi les favoris la semaine dernière. En disant quand même qu'on avait bonne chance de se planter et de voir arriver quelqu'un sorti de nulle part pour pouvoir gagner cette course. Mais en tout cas, disons que tous les vrais favoris sont restés un peu groupés. Moi, j'ai eu l'impression que tout le monde attendait une fois de plus que Sagan fasse quelque chose, passe à l'action ou contrôle la course. Bref, que ce soit lui qui décide vraiment de ce qui se passe. Et que lui, soit il n'avait pas les jambes, soit il n'avait pas l'envie. Il a laissé filer. Il a fait d'une certaine façon, finalement, quand même, décider du final de la course. Même si c'est pas lui qui s'est mis le plus en vue. Puisque moi, j'ai vu Sagan plutôt content à l'arrivée. Il a dit qu'il était content que Nibali gagne et que c'était le seul qui avait vraiment des couilles dans le peloton. Donc, ils ont été coéquipiers, on sait que... Voilà. Les deux ont couru chez les Puigas, comme tu le dis, mais il y a aussi quelque chose qui m'interpelle un peu, c'est que Sagan dit souvent qu'il préfère faire le show quitte à perdre, et là finalement il a perdu. Encore un échec sur un monument, j'aurais envie de dire, mais surtout on l'a quasiment pas vu de la journée. On l'a vu ne pas attaquer en gros, et ça c'est quand même assez décevant de sa part. Alors peut-être qu'il n'avait pas les jambes, comme tu l'as dit Daniel à l'instant, mais quand même moi j'attendais beaucoup plus de Sagan. Et là, vraiment, c'est un échec. Alors, bien sûr, il prend la chose à la légère. Il peut être tout à fait content pour Nibali, ce dont je ne doute pas. Mais malgré tout, c'est une fois de plus, il se plante, en guillemets, sur un monument. Alors, évidemment, c'est facile de critiquer comme ça, mais étant donné son potentiel, étant donné ce qu'il a fait déjà sur les championnats du monde, je trouve que sur les monuments, il n'arrive pas à exploiter pleinement son potentiel. Et je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Kwiatkowski après l'arrivée. Il a dit qu'il a attaqué ou essayé d'attaquer 2 fois dans le Poggio. Bon, ça je l'ai pas vu à la télé, mais bon, peut-être que c'était mal filmé et qu'il s'est relevé parce que Sagan était dans sa roue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il en avait un qui accélérait légèrement, on va dire, et prenait la tête du groupe, l'autre se mettait dans la roue. Voilà. Oui, Charles, peut-être quelque chose là-dessus aussi? Ouais, la rivalité qui aurait bloqué la course ou pour les deux là? Non, je n'y crois pas forcément à cette question de rivalité. Moi, ce qui m'a vraiment gêné dans cette édition 2018 de Milan-San Remo, c'est que pour moi, c'est la faillite des attaquants. Hors Nibali, on n'a pas vu Julien Alaphilippe. On n'a pas vu tous ces mecs, tous ces Kwiatkowski, etc., qui sont censés mettre le feu à la course dans le Poggio. Et au lieu de ça, on a eu un Nibali tout seul qui sort, sans forcément que quelqu'un essaye de le rejoindre et qui va piéger les sprinters dans le final, et tant mieux à la limite. Enfin, pour moi, le seul côté bénéfique de ce Milan-San Remo, c'est le seul qui a eu des couilles qui a gagné en fait.
Désolé de le dire si Finalement, vulgairement, mais... petite édition grand vainqueur, tu es plutôt d'accord Ouais, avec... voilà, c'est Absolument exactement rien. ça. On n'a pas vu d'attaque dans la Cipressa, on n'a pas vu d'attaque entre la Cipressa et le Poggio. Alors après, on peut toujours blâmer le vent de face, hein. C'est forcément toujours plus facile, mais... Il ne peut pas être vent de face non plus 100% du temps. On y cote quand même un peu à la fin. Oui, et puis le vent de face, il est pratique quand on n'a rien fait. À un moment, il faut aussi dire les choses. Il n'y a pas d'outsiders qui ont attaqué, ni même entre guillemets, de 100 grades. Personne n'a rien fait. Mais Benjamin a raison là-dessus. L'accélération de Dugart est assez justement révélatrice parce qu'en fait, il n'accélère pas pour lâcher le peloton, il accélère pour durcir le rythme d'un peloton. Que si on essaye de faire un bilan un peu objectif, on a en arrivant dans le Poggio à peu près une centaine de mecs. Dans ces 100-là, tu en as 10 qui peuvent gagner au sprint. Qu'est-ce qu'ils font les 90 autres? Ils attendent. Mais pourquoi? Quel est l'objectif derrière? Que dalle, enfin, y a pas de... Parmi ces 80 coureurs, combien auraient vraiment la capacité d'attaquer à ce moment de la course après 300 km dans les jambes? Sans doute très peu, mais je suis d'accord avec mon constat. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils font juste suivre et finir la course. Ils n'ont plus aucun rôle d'équipier à jouer. C'est juste inutile, en fait. Parmi ces 80, combien peuvent espérer peut-être aussi un top 10 ne serait-ce que par coup de chance, parce qu'il y a eu une chute juste avant, il passe au travers. Et combien certains rêvent des fois de... Bon, mais c'est là où je suis content que Nibali ait gagné, parce qu'au final... sur le palmarès, même peut-être tout en bas, mais au moins d'y figurer. C'est là où je suis content que Nibali ait gagné, parce qu'au moins on n'a pas un gagne petit qui va s'imposer sur la Via Roma, quoi. Par contre, il va falloir reparler de la stratégie Quick Step. Donc il y a Philippe Gilbert, qui a Julian Alaphilippe, et qui mise sur Elia Viviani pour une magnifique 19e place, juste devant Maximiliano Ricciese. En fait, il termine dernier du groupe qui court derrière Nibali. On le voit tenter le sprint de loin. Je crois qu'il est parmi les premiers à essayer de sprinter et vraiment se coller à la route. Et tout le monde le dépassait au fur et à mesure. Il avait plus les jambes, hein. C'est clair, ça s'est vu. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit une équipe comme ça miser sur le mauvais cheval. On en reparlera peut-être plus tard, mais sur le Tour de Catalogne aussi, on voit certaines équipes des fois qui ont un peu du mal à savoir entre l'équipier de luxe et le désigné leader, finalement, qui est le meilleur. À degré moindre, j'ai entendu ça aussi pour Trentin et Caleb Ewan, puisque Trentin a un peu joué sa carte seule en attaquant en bas la descente. Alors, les deux attitudes sont quand même assez différentes, parce que Trentin a attaqué. On pourrait lui reprocher justement d'avoir fait ne pas avoir roulé pour Caleb Ewan, mais d'un autre côté, c'est ce que je reproche moi à Quick Step, de n'avoir rien fait, d'avoir deux cartes, les deux cartes que sont Gilbert et Alaphilippe, et d'avoir roulé pour le sprinter, alors que d'habitude Quick Step est en général assez forte pour envoyer des coureurs à l'avant, pour avoir une attitude assez offensive et provoquer des mouvements de course, surtout sur les Flandriennes. Et là, ils n'ont rien fait du tout. Donc, à la limite, j'ai plus de respect pour Trentin qui a attaqué. Finalement, ça n'a servi à rien. Et peut-être, mais je suis quand même assez sceptique par rapport à ça, peut-être que ça a empêché Ewan de revenir sur Nibali. Mais au moins, ils auront fait quelque chose, contrairement à Quick Step qui a rien fait. Personnellement, pour Trentin, je pense que, vu la façon dont il a explosé après, il n'aurait pas été très très utile pour le groupe de Caleb Ewan. Il aurait ramené le groupe à 7 secondes et après, de nouveau, il aurait explosé et tout le monde se serait regardé, se serait remonté de nouveau à 10 secondes. Je pense que sa présence dans le groupe n'aurait pas changé grand-chose finalement. Et au moins, ils ont essayé. Oui, et puis c'est facile de juger à l'arrivée. On voit qu'il termine quand même bien cramé, puisqu'il n'arrive même pas à s'attaquer finalement au groupe des 15-20 qui se jouent la deuxième place derrière Nibali. Hein. Donc c'est que voilà, il avait bien poussé quand même et que ça n'a pas réussi. Du côté de Quick Step, peut-être qu'il comptait sur un Philippe Gilbert pour ce rôle-là de mettre le feu sur le Poggio. Mais même sans parler du Poggio, il y a la Cipressa, ils n'ont rien fait. Parce que Gilbert finit loin, je crois qu'il a été gêné par la chute de Cavendish. Donc à la limite pour le Poggio, mais la Cipressa, il ne faut pas l'oublier non plus. Normalement, c'est une cote qui permet de faire des différences et qui permet de lâcher les gros culs, entre guillemets. Là, c'était, hormis quand la Sky a accéléré timidement dans le dernier kilomètre. Charles, oui. Ouais, mais en fait, il manquait peut-être un équipier. Avec un équipier en plus, on aurait peut-être eu plus de spectacles, non? Bon, après, les Sky, quand ils se sont mis en tête de peloton, ils étaient 5-6. J'en suis pas sûr de tout. Vraiment, tout le monde s'est réfugié derrière l'histoire du vent de face pour la Cipressa. J'ai lu les déclarations de Nibali
lorsqu'il explique comment lui, il a dialogué à partir de ses derniers kilomètres avec son directeur sportif, donc il voyait qu'il n'allait rien se passer dans la Cipressa, et que ses sensations devenaient vraiment meilleures au fur et à mesure que la course avançait. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'ils ont décidé de tenter quelque chose dans le Poggio. Donc même eux, finalement, ils avaient décidé très tard durant la course. C'est presque une improvisation. On voit bien d'ailleurs Nibali accélère au moment où Neyland s'y va, comme ça il reste tranquillement 100 mètres, en plus il se repose un peu, il prend 100 mètres à l'abri derrière lui, pendant qu'en plus le peloton était mené à ce moment-là par la Bahreïn Merida, qui intelligemment commence à bien fermer les portes, à bien ralentir, c'est-à-dire que Nibali accélère derrière Neyland, donc déjà à l'abri, sans trop se fatiguer. Pendant que le peloton ralentit, il prend finalement 10 secondes presque gratuitement, comme ça, avant que les autres se disent il va se faire reprendre à cause du vent, parce qu'il y a eu le vent de face. Ouais, sauf que non, Nibali c'est pas plus fatigué que les autres et qu'il a déjà 100 mètres d'avance. À un moment, il y a la question qui se pose de l'intelligence de course aussi. Enfin, on connaît tous Vincenzo Nibali. Quand Vincenzo Nibali sort dans le Poggio, t'as pas le droit de le laisser partir. Comment expliquer que les Julien Alaphilippe, que les Peter Sagan, etc., lui aient pas sauté dans la roue? À un moment, c'est incompréhensible. Enfin. Et on pouvait l'anticiper, sachant que son équipe roulait. C'était sans doute pour préparer le sprint avec lui. Donc forcément, on pouvait s'attendre à une attaque de la part de Nibali. Pourquoi est-ce que les coureurs qui mentionnent, mais aussi Kwiatkowski, sont restés bêtement attendus. Enfin, surtout que s'il y a un mec qui va rien lâcher et qui dans la descente est capable de maintenir l'écart, c'est lui. Donc. Ah oui. Pour moi, c'est une faute de ne pas l'avoir. Ils étaient mal placés, je crois. Parce que je pense qu'ils devaient être mal placés. Peut-être c'était Desmar. Desmar était pas mal, hein. Il devait être autour de la. C'est pas Desmar qui va suivre Nibali. Non. Desmar, il avait son plan, c'est un sprinter. Bon. Mais les Kwiatkowski, où était Julien Alaphilippe? Il n'était pas vigilant à ce moment-là. C'est vrai qu'il ne devait pas être dans les roues et. Ne pas être vigilant. C'est important d'être vigilant dans le Poggio. Au milieu du Poggio, c'est un peu. Je sais pas, je me pose la question. Après 300 bornes, c'est un peu con quand même. Ouais. C'est pas comme si Milan-San Remo, ça jouait pas sur 500 mètres. Donc, à un moment, comment c'est possible que ces mecs-là soient pas vigilants dans le Poggio, quoi? Il se passe rien avant, il se passe rien après. Il y a juste 3 km où il va se passer quelque chose. Donc, tu dois être là. À mon avis, c'est parce qu'ils se regardaient les uns les autres. Hein. Les 3, 4, 5 grands favoris, ils étaient là. T'es où? Il y a beaucoup Peter Sagan regardait derrière lui, cherchait, pas forcément d'ailleurs Kwiatkowski ou d'autres candidats à la victoire, mais cherchait aussi son équipier parce qu'il a beaucoup compté sur Haas à ce moment-là. Bon, sans lui faire injure, c'est pas Danielos qui va reprendre 10 secondes à Nibali dans la descente du Poggio, après avoir fait en plus un violent effort pour tenter de recoller au groupe. C'est un peu étrange qu'on compte à ce moment-là encore sur les équipiers. Alors, Quick-Step, s'il joue sur Viviani, c'est logique. Mais c'est un mauvais choix. Mais disons qu'au moins, dans leur mauvais choix, ils ont leur cohérence. Tu peux mettre Alaphilippe dans la roue de Nibali et Alaphilippe, à la limite, il relaie pas. Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Surtout qu'Alaphilippe a prouvé que normalement, le Poggio, il connaît. Surtout que c'est un peu ce qui s'est passé l'an dernier avec Gaviria qui était dans le groupe derrière. Donc, c'est vrai. Et Alaphilippe dans le rôle de stopper en quelque sorte, en couverture, et pour couvrir toutes les attaques. Et finalement, il se retrouve lui-même à jouer la victoire. Là, c'était bien joué. Ils n'ont pas réussi cette année à garder un coureur pour ce rôle, alors qu'il y avait quand même du monde. Quick-Step, pour l'instant, très fort chez eux sur les petites courses en Belgique. Ils enchaînent les victoires à l'appel. Mais bon, un peu décevant sur le World Tour. Et un gros problème tactique qu'on a déjà constaté ces dernières années, où ils sont souvent en force dans le groupe principal avec beaucoup de coureurs très forts, mais ils n'arrivent pas à exploiter cette supériorité numérique, où là ils ont 3 cartes. Bon, il y a peut-être eu Gilbert qui a été retardé par la chute de Cavendish, mais ils auraient 3 cartes. Ils auraient pu attaquer dans la Cipressa, dans le Poggio et garder quelqu'un pour le sprint, et finalement il n'y a rien qui se passe. Donc c'est un peu un problème récurrent dans cette équipe de ne pas réussir à exploiter leur force collective et avoir plein de mecs qui sont devant mais qui font rien, ou pire, des fois d'envoyer le moins fort de tous en échappée, c'est finalement l'échappée qui joue la victoire, et finalement ils finissent 4e. Donc c'est une équipe qui est très très forte, ça il faut vraiment le reconnaître, mais au niveau de la tactique, il y aurait quand même 2 ou 3 choses peut-être à améliorer un jour, pour encore améliorer leur palmarès. Bon, ils dépassent fréquemment les 50 victoires par an.
Sur ce point, on sait qu'ils savent y faire hein, aussi. Hein. Quand un Quick-Step prépare par exemple un sprint, voir le train Quick-Step se mettre en route, c'est en général toujours impressionnant. C'est vrai qu'il y a quelques ratés comme ça, c'est notable. C'est souvent lorsqu'ils ont plusieurs leaders et que les rôles sont pas hyper clairs et que les uns veulent essayer de s'imposer, les autres aussi, c'est souvent là que c'est le début des problèmes. Et heureusement que Trentin a quitté cette équipe, parce que peut-être qu'on l'aurait même pas vu du tout samedi. Il serait resté dans les roues et voilà. Donc, oui, il fait partie de ceux qui ont tenté l'attaque, enfin même pas sur le podio, mais sur la descente. Ensuite, c'est vrai que si on compte le nombre d'attaques cette année, c'est peut-être un des records, disons par le bas, parce que donc De Gaart n'attaque pas vraiment en fait. Il se retrouve devant, mais parce que tout simplement la Bahreïn Merida la joue intelligemment. C'est vrai, il décide de ne pas se mettre dans le rouge. Pour Colbrelli, parce qu'à ce moment, ils arrivent pour Colbrelli. Oui, du coup, il y a une question que je me pose, et par rapport à tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est est-ce que Milan-San Remo est encore un monument? Bah si, quand même. On ne peut pas changer l'histoire. Historiquement, oui, mais je veux dire à l'heure actuelle, par rapport à son scénario de course. Je vais troller un petit peu et je constate que pour la troisième année de suite, on a un Français sur le podium et donc ça pose quand même des questions sur le prestige de la course, en effet. Donc peut-être que non, il faut pas l'extrader. Non, toi, tu vas avoir des problèmes. Plus sérieusement, avec le premier Suisse 111e, Grégory Rast. En fait, tu veux dire que tu rejoins un peu, Charles, tu rejoins un peu ce que disait Benjamin, à savoir qu'à force de proposer des scénarios stéréotypés et on peut le dire ennuyeux, hein, c'est une course qui rêvait comme avant. Parce que mais si je me trompe pas, vas-y Benjamin, excuse-moi. Excuse-moi Charles. Si je me trompe pas, la manie a été enlevée parce qu'à l'époque ils avaient parlé de rajouter une cote dans le final, cote qui n'avait pas pu y être parce qu'il y avait des travaux si je me trompe pas. Alors cette cote n'est jamais arrivée et la manie n'est jamais revenue. Voilà. Mais beaucoup plus proche du podio que la Cipressa, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de vallée entre les deux. Et en plus, la Pompea est je dirais un poil plus dur que la Cipressa. Donc, un final comme ça changerait encore plus ce scénario. Mais il ne rendrait pas les 250 bornes d'avant forcément plus intéressantes. Hein. Oui, bien sûr. Mais pourquoi ne pas remettre la manie sur la manie? Parce qu'elle était placée assez loin de l'arrivée. Oui, mais ça pesait dans les jambes. Et ça pesait dans les jambes. Voilà. Et qu'il pouvait y avoir, selon scénarios particuliers en fonction de la météo, des attaques ou même des coups intéressants qui démarraient dès la manie parce que effectivement les équipes de punchers voulaient tenter de mettre à mal les sprinters ensuite. Mais alors, moi je suis pas d'accord et je pense vraiment que ça doit rester un monument. C'est quand même la seule grande course où tous les profils peuvent gagner. On a eu la preuve aujourd'hui. Où on a un coureur de grand tour qui devance deux sprinters. On peut avoir des punchers, on peut avoir des Flandriens, on peut avoir tout le monde qui peut gagner sur cette course, qui est quand même très très rare dans les monuments de voir différents types de profils avoir des chances de gagner. Évidemment que c'est long, mais d'un autre côté, le cyclisme, c'est un sport d'endurance. Donc pour le spectateur, c'est pas forcément très intéressant, mais c'est dans l'essence même de ce sport d'avoir de la longue durée, d'avoir un effort qui se paye à la fin, même si c'est pas très impressionnant, on va le payer à la fin. Aussi, le dernier point que j'aimerais aussi mentionner, c'est que quand on a des étapes très ennuyeuses du Tour de France, du plat, où il y a vraiment un sprint à la fin, c'est un peu la même chose, sauf que la tension, elle est différente parce qu'on a peur que les grands favoris tombent, qu'il y ait des grosses chutes massives, alors qu'ici, on a une tension qui est plutôt liée aux événements très intenses qui se déroulent à la fin. Et donc, pour ces différents éléments, je pense que ça mérite de rester un monument, d'être considéré comme un monument. C'est vrai qu'il y a une partie qui est moins intéressante, mais c'est pas pire que Liège-Bastogne-Liège. Et finalement, c'est pire. Alors moi pas, parce qu'au moins on a la surprise, on ne sait jamais qui va vraiment gagner. Attends, Benjamin, avant que tu puisses répondre ça, d'abord il y avait Charles qui voulait intervenir et ensuite tu pourras répondre à ça. Vas-y Charles. Ouais, mais en fait il y a une question que je me pose par rapport à ça. Je dénie pas le côté historique, hein, loin de là, bien sûr que Milan-San Remo fait partie de ces grands événements du cyclisme, mais est-ce qu'on peut considérer un monument une course pour laquelle on se fait chier pendant 280 bornes? Vraiment, il faut se poser la question. Il y a là, au final, 11 abandons sur 300 bornes. Elle est où l'usure là?
Déjà, moi, je dirais d'une certaine façon, le cyclisme, c'est quand même un peu une forme de culture de l'ennui. On n'est pas en train de regarder, c'est vrai, on n'est pas en train de regarder un match de basket où les gars, ils scorent toutes les 30 secondes. C'est pas ça, le cyclisme, on le sait. Euh, je- Ah oui, même mais dans c'est pas une raison pour se faire chier. le moment C'est un où... sport de fantasmeur. On fantasme quelque chose qui va arriver, Exactement. qui n'arrive malheureusement pas souvent. Exactement. C'est vrai que c'est un sport où on attend que quelque chose se passe et bon, il y a un certain nombre de courses comme Liège-Bastogne-Liège ou Milan-San Remo où on sait où ça va se passer. On espère toujours que ça va se passer ailleurs, mais bon, ça n'arrive pas. Mais c'est évidemment un Enfin, monument le beau et moment, je ne c'est sais toujours, pas tu sais, pour quand tu vous, l'accompagnes dans les escaliers, mais c'est là que l'imagination tourne. Ensuite, arrive la Oui. réalité qui nous rattrape. Genre, bon, on dirait pas là-dessus pour pas Mais trop moi, dévier c'est sur des sujets personnels, mais par exemple, est-ce qu'on s'est fait chier pendant l'Estrade Bianche? Non. D'accord. ah c'est si, vrai. les 15 derniers kilomètres, on savait déjà qui avait gagné. On s'est fait chier. Ouais, voilà. Donc c'est l'inverse de Milan-San Remo Bianche, on se fait pas chier pendant les 3 quarts de la course, sauf pendant les 10 derniers kilomètres parce qu'on savait qui avait gagné. Et Milan-San Remo, on se fait chier toute la course sauf 5 kilomètres. Mais sur Milan-San Remo, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais en tout cas moi tous les ans, dans le final, j'ai le cœur qui bat vite, j'ai le stress, j'ai les mains moites, je tremble, c'est un truc de fou. Enfin, je crois que c'est la seule pareil. course qui me fait cet effet. Ah oui, mais est-ce que c'est suffisant aussi? Bah c'est déjà pas mal. Sur certaines autres courses, mais vraiment sur celle-là, c'est systématique. Enfin, moi Chaque année. j'aimerais bien Et vibrer moi, ça pendant me l'a 100 pas fait ans. cette année. Moi, ça me l'a pas fait cette année. Non. Il y avait tellement de déceptions qu'il ne se passe rien. Donc même, alors Nibali, j'y croyais pas qu'il allait gagner. Donc je me disais, en plus il part seul, il n'y a Au pas eu de début, je m'avais coffre. pas coupé. Et par contre, moi, si la course qui me fait ça chaque année, c'est le Tour de France. Sur les premières arrivées au sommet, tout ça, Ouais. ça là. Mais bon, Bah, oui, c'est la pas première, la parce même que chose. le temps que Froome fasse ses démonstrations, et ensuite on regarde les suivantes quand même un peu plus détachées, c'est vrai. La dernière, c'est un peu différent. Il y a Fabio Aru qui avait fait son numéro, mais oui, Oui. c'est vrai. Après, je suis quand même, je reste quand même orphelin de la manie qui permettait un peu plus peut-être, on va dire, c'est comme un pierre papier ciseau où on enlèverait le ciseau, donc il resterait que la pierre et la feuille. Ouais, ça fout tout en l'air. C'est la manie. C'est ce qui m'embête. J'aimerais vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas ce qui va provoquer les gros mouvements de course, mais c'est quelque chose qui renforce l'usure. Et ça permet de donner un petit bonus encore au puncher. Et Oui, cette oui. usure permet peut-être à quelques coureurs de tenter dans la Cipressa ou de faire un peu plus de dégâts dans la Cipressa. Je crois que c'est vraiment la Cipressa, moi, qui m'a déçu. Mais C'est la FDJ qui me montait, c'était... La FDJ puis un peu la Sky. On a l'impression que Alors, la sur le Sky a dernier voulu kilomètre, hein. légèrement, mais Ouais, c'est Sur le Kono dernier Valovas kilomètre, et Van Barle qui ont fait le tempo. Bon, tu t'accroches, quoi. Hein. ça a Ouais, pas et lâché oui. grand monde, à part Kittel. Mais est-ce que les coureurs sont pas devenus trop professionnels et trop ont un niveau trop élevé au départ de la course par rapport au profil qui est proposé? Par rapport aux années 90 où on avait peut-être moins de professionnalisation, Oui, moins de ça- préparation, moins de... ce que tu dis, ça rentre bien dans le cadre de ce qu'a dit déjà Benjamin juste avant, c'est-à-dire effectivement rajouter, pareil, hein, je ne cache pas, moi aussi je suis nostalgique de la période de la manie, où on pouvait avoir une forme de bagarre qui démarrait très tôt avec l'improbable Milan-San Remo, je crois que c'est le 2011, avec un très mauvais temps, où à un moment ils font une partie de la course dans l'autobus avant de redescendre. Je crois que c'est à cause de la l'édition-là. neige. Où ça a attaqué dès la manie en fait. C'est Scarponi qui revient d'ailleurs, qui sort tout seul des pelotons pour revenir sur le groupe là, ça m'avait assez impressionné. Et depuis, je crois, justement cette édition-là, on l'a plus revue. Et j'avais regardé les statistiques. À part ces 3 dernières éditions, à chaque fois, on a un groupe plus conséquent qui se joue la victoire. Mais sans On a manie, une victoire. finalement, les punchers ont quand même réussi à trouver ci et là la formule pour pouvoir s'en extraire. C'est vrai, par contre, que le scénario de course devient à ce moment-là beaucoup moins intéressant. Il faut attendre les derniers kilomètres. Moi, je me pose quand même une question, c'est par rapport au profil de coureurs qu'on voudrait favoriser. La manie, c'est bien, mais avant, Benjamin, tu disais, ça serait bien pour les punchers, mais finalement, est-ce qu'ils méritent d'être favorisés ainsi? Parce que cette année, on les a pas vus du tout. C'est pas le type de coureur qui attaque très loin de l'arrivée quand même, hein. Donc, c'est plutôt des opportunistes vers la fin. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas intérêt à rajouter 20 ou 30 km de course plutôt que la manie, où là, au moins,
y aurait une mesure pour tout le monde et tout le monde peut garder sa chance, alors que les punchers finalement sont pas super méritants à mon avis, mais c'est juste une opinion personnelle. Alors je pense pas, parce que en fait 20 ou 30 km de course, bon, je pense ça aurait son importance, mais tu sais, dans les roues, sur Ça du change plat, pas d'ailleurs grand-chose. on le voit avec les 11 abandons, ça passe quand même. Par contre, je vais changer. C'est pas pour avantager les punchers, c'est pour avantager les attaquants. Ok. Je vais changer ça, qui pourront un peu plus mettre à profit cette Cipressa, comme le faisait, comme en 2011, Johan Ofredo, qui était coutumier du fait quand même d'attaquer à une distance, on va dire, moyenne de l'arrivée pour tenter de, avec plus ou moins de succès. Hein. Je dis pas qu'on ne se retrouvera pas avec un Poggio avec 40 ou 50 coureurs au pied, mais ça permet de croire qu'il y aura plus de possibilités, parce que là, aujourd'hui, avec ce profil actuel, avec ce qui se passe dans le Poggio, eh bien, le Poggio pour moi, c'est la flèche wallonne, c'est le mur de Huy. Alors c'est 7 km de l'arrivée, pas l'arrivée, mais on sait très bien que tant que le Poggio ne va pas arriver, ça ne va pas vraiment attaquer. C'est vrai. Oui, et c'est vrai qu'une attaque dans le Cipressa d'un favori, ça n'a pas vraiment de sens, alors que s'il y avait une autre côte un peu avant, c'est vrai qu'il pourrait y avoir plusieurs options tactiques, alors que là, c'est vrai qu'il n'y a aucune option. Pour moi, ce serait vraiment la clé, oui, rajouter cette côte entre la Cipressa et le Poggio. Juste, on avait vu justement déjà il y a quelques années Nibali attaquer dans la Cipressa. Bon, c'était rattrapé assez rapidement. Hein. Le peloton n'a pas paniqué cette fois-ci, à juste titre. C'était Scarponi qui avait fait le numéro dans la Cipressa également. Alors non, justement, je l'ai dit juste avant, c'était à l'époque de ce fameux Milan-San Remo 2011, là, avec la neige. Lui est sorti tout seul du peloton lorsqu'il était sur la Manie pour revenir sur le groupe qui s'est joué à la victoire. D'accord. Parce que je me souviens d'un coureur qui était monstrueux. Et il me semble que c'était ça ce qu'avait fait Scarponi, hein, un numéro. Ouais, c'était pour revenir sur le groupe de tête. Voilà, il avait fait une ascension monstrueuse. Voilà, il s'était sorti tout seul du peloton pour revenir sur le groupe de tête. C'est le seul qui avait fait ça. Hein. Et en plus, encore assez de jus pour jouer après le sprint où il termine, je crois, 7e, quelque chose comme ça. Ce qui pour Scarponi à l'époque était déjà pas mal. Hein. Bref, c'est toujours. Moi, j'aime bien dans ce type de parcours quand même. C'est vrai, la possibilité que tout le monde puisse gagner. Tout type de coureur, tout type de profil et cette indécision. Mais peut-être avant de clore ce sujet, j'aimerais qu'on revienne vite fait pour deux d'entre vous, je ne sais pas, par exemple, sur ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans la course. Voilà. Par exemple, Daniel, est-ce que tu peux nous donner tes tops? Oui, alors bon, dans les tops, il y a bien évidemment Nibali qui a sauvé un peu la course et qui construit sa légende grâce à une victoire vraiment un peu inattendue pour un coureur de son profil, donc ça fait du bien. En deuxième, je mets Caleb Ewan qui fait deuxième de la course. On ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là, même si on l'avait déjà vu quand même à la lutte dans le sprint final sur cette course. Mais bon, voilà, c'est quand même une belle performance qui donne la confiance pour l'avenir. Et j'ajoute aussi la belle course d'équipe de la FDJ qu'on a vue à l'avant pendant de longs kilomètres, en contrôle, qui s'est comportée comme une équipe de leaders et démarre à quasiment conclure le travail. Ouais, c'est vrai que. Et ouais, elle avait l'air assez déçue d'ailleurs. Hein, sa seconde place, on le voyait. Autant Arnaud Demar semblait plutôt souriant après la Il n'y aura course. peut-être pas trop l'occasion de la rejouer cette première place qu'elle avait Ewan. Peut-être il n'y aura pas la chance qui est aussi autant de vent de face. Oui, c'est ça, c'est vrai. Je me demande d'ailleurs, parce qu'on a posé la question à Nibali, qu'est-ce qu'il a ressenti quand il s'est retourné et qu'il a vu les sprinters comme ça, juste avant de franchir la ligne au niveau des 50 mètres, il s'est retourné avant de pouvoir célébrer sa victoire. Et je me demandais ce qu'un sprinter comme Ewan, justement, pouvait ressentir quand quelqu'un devant lui se retourne et le regarde un peu en le toisant, ça y est, j'ai gagné juste devant toi. Ça doit être dur aussi pour eux. Bien, et donc, Benjamin, toi, ce que tu n'as pas aimé? Alors tout d'abord, j'ai commencé par quelques noms qui ont déçu. On en a parlé entre nous. Donc c'est tout d'abord Marcel Kittel hein, qui est venu se tester, qui risque de ne rester qu'un sprinter bon dans les 200 derniers mètres. Dès que ça monte un peu, c'est terminé. Après, il y a Diego Ulissi et Greg Van Avermaet qui sont décevants quand même cette année. Et Mark Cavendish qui est sur une succession de chutes
qui me fait commencer à craindre pour lui qu'on se rapproche de la fin de sa carrière. Parce qu'à force de chute, de pète qu'il prend à son âge, moins de risques vont être pris, tout ça. C'est peut-être le... Je crois que ça fait 3 fois d'affilée qu'il se fracture une côte, donc ouais, ça commence à peser. Oui, ça fait beaucoup. Il est plus tout jeune, hein, on commence à savoir, c'est vrai que... C'est le crépuscule de Cavendish, voilà, j'ai trouvé le mot. Ce serait un peu triste de terminer là-dessus. Après, bon, on a vu d'autres sprinteurs, c'est vrai, qui sont un peu de mal à se remettre de chute. On sait que Degenkolb, par exemple, depuis son grave accident, c'est peut-être un peu un ton en dessous aussi, par exemple. On a d'autres comme ça. Nizzolo qui a du mal à sortir de sa blessure aussi. Ensuite, il y a le scénario. Bon, je vais pas y revenir, on a déjà... Le scénario de la course. Voilà. Oui, on en a pas mal parlé déjà. Hormis Nibali, bien entendu, on va pas y revenir. Et on en a parlé également, mais moi je mets un top flop, c'est la Quick Step. Quand on a une telle équipe avec un tel palmarès sur toutes ces courses, ce n'est pas acceptable de jouer uniquement une carte qui offre une 19e place à l'arrivée. Bon, au moins, ils ont tenté quelque chose qui pour moi ne passe pas et ils ont été bien punis. Et voilà, pour moi, c'est le méga flop de ce Milan-San Remo. C'est pas possible quand on a une telle équipe de vouloir jouer aussi petit bras. Parce qu'ils n'ont même pas finalement roulé dans la Cipressa ou quoi que ce soit. Hein. Non, ils ont fait que suivre en se disant, tiens, on va bien les avoir à la fin. Non, mais voilà. Oui, au contraire de la FDJ qui a pris les choses en main plusieurs fois, comme souligné Daniel. Là, la Quick Step, c'est joué assez discrète. Bon, elle l'a payé finalement à la fin. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour le chapitre Milan-San Remo, qui était déjà assez long. Voilà, 300 km à traiter, c'est normal. Et on se retrouve donc pour la seconde partie. À tout de suite.